Alors, merci beaucoup à Delphine Preissmann pour l'invitation. Je me réjouis de participer avec vous à ce séminaire Sciences au carré. Et donc, je me présente brièvement. Effectivement, je suis professeur ordinaire à l'Université de Lausanne. Je dirige un service du CHUV et je suis addictologue. Et depuis 3 mois, on a un sous-titre FMH d'addictologie, dont je suis très fier. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai mis tout ça sur la diapo de titre. Alors, je vais vous raconter un peu mes histoires pendant 3 quarts d'heure, pour discuter pendant 3 quarts d'heure. En gros, c'est un équilibre comme ça. Donc, on va parler d'addiction et créativité. C'est vrai qu'on se méfie intuitivement qu'il pourrait y avoir un lien secret entre addiction et spiritualité. Qu'est-ce qui pourrait bien les connecter, les mettre en vibration? Est-ce qu'il y aurait une malédiction de l'artiste? Il y a quand même des destins funestes, n'est-ce pas? Jim Morrison, Janis Joplin, Jimi Hendrix, rien que pour le rock. Hein. Et puis, les substances, évidemment, les substances psychoactives, elles produisent une conscience modifiée. Est-ce que c'est de nature à influencer la créativité ou l'art? Quelles sont les fonctions de l'art pour un sociopsychiatre aujourd'hui, en fait? À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Et Freud a déjà réfléchi plus de 100 ans sur la question de la sublimation. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut revisiter la question de la sublimation à l'heure des neurosciences. Et ça sera une partie de mon exposé. Car aujourd'hui, je crois qu'on doit inscrire l'esprit dans la boucle cerveau-esprit-culture. Pas d'esprit sans cerveau, pas d'esprit sans culture. Chaque créativité, chaque élément psychique s'inscrit dans une boucle bio-psycho-socio-culturelle, voire spirituelle. Donc, nous interrogerons finalement les rapports entre créativité et spiritualité. Tout le monde connaît ces images d'art brut qui nous interrogent, qui nous interpellent, qui viennent de passions psychiatriques, qui ne sont pas toujours dans les institutions psychiatriques. L'art brut peut être précisément hors institution. Et c'est assez frappant quand même de comparer ces œuvres avec celles des œuvres faites sous LSD. Voici par exemple un tableau fait sous LSD. Les analogies sont frappantes en termes de diffraction des couleurs, des formes, de stéréotypie et de géométrie et d'hypercoloration. Qu'est-ce que l'addiction? Peut-être commencer par un peu de définition. Alors, l'addiction aujourd'hui est reconnue comme un trouble mental, en anglais disorder, ce qui donne un statut précisément biopsychosocial à la condition de l'addiction, un trouble, n'est-ce pas? Caractérisé par 2 éléments phares, qui sont d'une part la perte du contrôle et l'automatisation. Quand vous perdez le contrôle de vos consommations et que vous êtes automatisé, avec ou sans substance, vous êtes de l'addiction. Ça, c'est vraiment une définition simple. L'addiction, c'est très différent de la dépendance. Si vous prenez de la morphine pour votre calcul rénal pendant 15 jours, et puis que vous devez arrêter la morphine après que le calcul soit dissous, il faudra faire un sevrage médical, mais vous n'êtes pas addict à la morphine. Vous n'allez pas courir à la Riponne pour vous en acheter. Vous allez discuter avec votre médecin de baisser les doses. C'est-à-dire que l'addiction, c'est des comportements de recherche, c'est une envie irrépressible et une automatisation. On ne peut plus rien faire sans son héroïne, sans sa cocaïne, sans son alcool. Bien. Alors, je vais vous mettre 5 minutes sur les bancs de l'école de médecine, parce que pour les addictologues, il y a 3 grands groupes de substances psychoactives. Ces substances sont catégorisées en substances sédatives, et il y a des substances tout à fait hétérogènes sur le plan pharmacologique, ce n'est pas du tout les mêmes familles de produits, mais elles ont toutes le même effet recherché. Et c'est ça le point de vue de l'addictologue. Donc dans ce groupe, vous commencez avec l'alcool. Bon, tout le monde voit à peu près ce que c'est que l'alcool, j'imagine. À petite dose, vous appréciez l'effet anxiolytique, doucement euphorisant, et si vous poussez les doses, vous appréciez l'effet sédatif, voire hypnotique, pouvant aller jusqu'au coma éthylique, qui parfois, malheureusement, nous occupe beaucoup au CHUV.
La catégorie substance suivante, c'est les benzodiazépines, donc c'est la famille des tranquillisants, où il y a le Valium, le Seresta, le Temesta, etc. Ce sont des médicaments extrêmement prisés dans la population. On admet qu'il y a 10 à 15% des Suisses qui prennent des tranquillisants. D'ailleurs, pour l'alcool, j'ai oublié de vous dire, mais il y a 20% des Suisses qui boivent trop, il y en a 5% qui sont alcoolodépendants quand même, hein, juste pour les chiffres. Il y a du monde. Les benzos, c'est la même chose. Si vous prenez des petites doses, c'est cool. Puis vous avez les grosses doses, vous devenez un peu Gaston Lagaffe, avec une grosse fatigue, des troubles de la mémoire et en endormissement. Et puis, le terminus, c'est les opioïdes, où vous avez là une famille de produits qui commence avec la codéine qu'il y a dans votre sirop pour la toux, qui va calmer votre irritation bronchique. Mais évidemment, en passant par la morphine, puis d'autres produits dérivés de la morphine en médecine, et le terminus qui est l'héroïne, qui est dans le fond de la diacétylmorphine, qui est extrêmement addictogène et qui produit des arrêts respiratoires dès qu'on est en surdosage. Donc, ce grand groupe de substances, on a même, dans le fond, la même recherche pour les patients, c'est une légère anxiolyse, puis une sédation. Voilà. Les stimulants commencent avec des substances tout à fait ordinaires. Je pense que tout le monde ici voit à peu près ce que c'est que la caféine et que, éventuellement aussi la nicotine, mais je crois qu'il n'y a plus de fumeurs chez les intellectuels, c'est fini. Parce que tout le monde a lu les livres de prévention, puis plus personne ne fume. Enfin, il y a peut-être des anciens fumeurs, peut-être, ils se rappellent comment c'est. Alors, la caféine et la nicotine sont typiquement des stimulants, c'est-à-dire qu'à petite dose, ils diminuent l'appétit, ils diminuent les sentiments subjectifs de fatigue, ils diminuent quelque peu le sommeil, d'où certaines insomnies d'ailleurs avec la caféine. Et c'est l'effet recherché, avoir un peu plus d'énergie libre, etc. Alors après, ça continue avec des substances plus dures, et c'est la famille des amphétamines qu'on peut utiliser en médecine dans différentes indications, mais qui est surtout dérivée de l'usage médical comme stimulant, et on le trouve sous des dérivés d'amphétamines dans la zone, comme on dit, avec notamment l'ecstasy, la méthamphétamine, les pilules taille, la liste est longue, et tout ça, dans le fond, ce sont des drogues qui sont extrêmement stimulantes, qui permettent de danser toute la nuit, d'être peace and love, parce qu'il y a encore un côté ontactogène, c'est-à-dire, dans le fond, ça facilite les relations sociales, et on trouve la vie belle et les partenaires tout à fait intéressants. Ce que ça aide, hein? Oui, ça aide. Et puis, le terminus, c'est la cocaïne qu'on peut commencer à consommer en mangeant une feuille de coca, mais ça, on va assez rapidement au sniff de poudre. Et aujourd'hui, il y a évidemment du crack qui circule, donc c'est de la poudre de cocaïne qui est passée avec des produits chimiques pour faire des cristaux, notamment de l'ammoniac, et on fume ça dans une pipe, et la cocaïne monte directement des poumons dans le cerveau, ça fait un effet pic absolument intéressant, paraît-il, et qui équivaut, enfin moi je ne vous dis pas ce que j'ai essayé, hein, c'est le contrat habituel des addictologues, hein, ils ne disent jamais ce qu'ils ont consommé. Et puis le terminus, c'est l'injection de cocaïne, évidemment, parce que là vous avez un shoot direct, mais ça fait des gros dégâts veineux, et la durée de vie de la cocaïne dans l'organisme est très courte, contrairement à l'héroïne qui reste 3-4 heures active dans le sang, la cocaïne, après une demi-heure, une heure, elle s'estompe. Donc, du coup, la cocaïne est extrêmement recherchée, elle est extrêmement addictogène parce qu'elle a un effet puissant. Si vous voulez, la cocaïne, c'est un peu la potion magique d'Astérix. C'est-à-dire, dans le fond, vous pouvez battre les Romains, hein, subjectivement. Hein. Donc, vous vous sentez fort, vous vous sentez sexy, vous allez pouvoir faire plein de choses avec les partenaires. Vous serez infatigable, vous serez puissant sexuellement, etc. Le problème, c'est que ça ne va pas durer longtemps. La drogue, c'est de la merde, il disait à Couleur 3, vous vous rappelez? La drogue, c'est de la merde, surtout quand il n'y en a plus. Ben, c'est valable pour la cocaïne. Donc, après, on descend très fort, et on est à plat, et on est au manque, et on va vouloir aller en rechercher. Donc, contrairement à l'héroïne qui fait des états de manque physiques, avec des crampes, des nausées, etc., la cocaïne fait des états de manque psychiques très, très violents, où les gens feraient n'importe quoi pour se procurer la dose suivante, ce qui produit évidemment de la délinquance et toutes sortes de problèmes de rue que vous pouvez bien imaginer. La cocaïne, c'est 3 à 5% de la population à différents niveaux de consommation. C'est beaucoup de monde. C'est beaucoup de monde. Parce qu'aujourd'hui, dans les milieux branchés, on ne boit plus l'apéro avec le chasselas de Lutry. On prend l'apéro avec un rail de coke. Ça se fait. Voilà.
L'héroïne, c'est moins fréquent. On admet que c'est 0,5% de la population suisse qui s'en injecte. Mais rien que pour le canton de Vaud, ça fait quand même 4000 personnes. Et les 4000 héroïnomanes sont en traitement dans notre service et dans nos antennes cantonales. Et ça donne beaucoup de travail. Il y a actuellement environ plus de 2000 traitements avec de la méthadone et des agonistes opioïdes dans le canton de Vaud. Et le troisième et dernier groupe, ce sont les perturbateurs, ou les substances perturbatrices. On les appelle commodément hallucinogènes. Mais dans le fond, ça commence par le cannabis. Et voyez-vous, le cannabis est un perturbateur. Ça, c'est bon à savoir. C'est que, dans le fond, le cannabis n'est pas un sédatif et il n'est pas un stimulant. Il a, au contraire, cet effet de perturber les sensations. Au début, ceux qui en ont fumé m'ont raconté. On a un peu des fous rires, on a un peu la bouche sèche, on a un peu faim, voilà. Donc c'est un orexigène, hein, et ça donne envie de manger. Et puis si on pousse les doses, alors on peut, avec du cannabis fortement dosé ou avec du cannabis ingéré oralement qui fait un passage par le foie, on peut avoir des hallucinations visuelles assez florides. Et il y a des anecdotes assez amusantes. Une fois, on avait reçu des postiers. Enfin, le premier postier est arrivé aux urgences du CHUV avec des hallucinations, je me rappelle encore. Et puis, il voyait des petits hommes, des animaux qui couraient sur les murs. C'est une grosse urgence, un jeune type. Hein. Et puis, on se creusait le cerveau aux urgences neurologie. Quand arrive un deuxième postier qui voyait des petits animaux, des petits bonshommes sur le mur. Puis là, on dit, dis donc les collègues, là, vous avez fait quoi? Hein? Eh bien, ils avaient mangé un cake qui était tombé de la chaîne de distribution, qui était destiné à une recrue. Et ce cake était fait pour 100 soldats de la compagnie. Et il y avait du shit pour 100 personnes dans le cake. Ils avaient tout mangé à eux deux. Et ils ont fait 48 heures d'hallucination aux soins intensifs du CHUV. Donc, ils se rappelleront pour toujours que le cannabis péros, ça fait des hallucinations. Ceux d'entre vous qui savent ce que c'est qu'une crêpe cachemire ou une confiture verte ne me contrediront pas. Bon, ensuite, il y a les solvants. Alors ça, c'est évidemment l'hallucinogène du pauvre. Vous pouvez pour aller sniffer à la colonne à essence. Hein, ils font ça dans l'Amérique du Sud, dans les pays pauvres, que vous allez prendre de l'essence à la station-service. Vous avez les gamins qui vous tournent autour, puis qui viennent renifler la benzine là où vous mettez dans le réservoir. On peut faire ça avec l'éther, avec l'école, sniffer de la colle. Très prisé dans les petites classes. Hein, si jamais vous avez un garçon qui construit des maquettes d'avions, il faut le surveiller. Parce que... Bon. L'ecstasy, ben oui, donc l'ecstasy, c'est à la fois un stimulant, boum, 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 on peut danser toute la nuit, mais aussi un perturbateur parce que c'est peace and love, hein, donc ça transforme quand même assez sérieusement le monde, si vous voyez ce que je veux dire. Le LSD, c'est un vieux copain, il fait retour aujourd'hui. Le LSD, c'est les années 60, les hippies, Timothy Leary, etc. Alors là, on va le retrouver dans les arts. Puis c'est un puissant perturbateur. Ce qu'on sait aujourd'hui du LSD, c'est qu'il ouvre les filtres que nous avons dans le cerveau pour décoder les informations. Normalement, on ne peut pas voir et entendre en même temps. Il y a toujours une alternance. Je regarde Delphine ou je l'écoute, mais c'est... voilà. Eh bien, que vous prenez de LSD, vous la voyez et vous l'entendez en même temps. Donc, du coup, ça vous fait un truc fantastique, vous voyez. Elle va apparaître dans toutes les couleurs et tout. Ça va être super. Voilà, et puis, il y a les champignons. J'ai oublié le psilocybe, donc le psylo. Alors ça, c'est assez marrant, le psylo. Je ne sais pas s'il y a des jurassiens dans la salle. Ah! Donc, vous allez cueillir des psylos? Non? Parce que vous pouvez les revendre à la riponne, hein, je vous dis. Ça se vend assez bien. Puis alors, il y a des retraités qui améliorent leur AVS. Ils viennent avec un petit panier à riponne, puis ils vendent les psylos. Hein, ouais, vous voyez. Alors, au Mexique, c'est la mescaline, c'est aussi le peyote, c'est aussi le champignon pour Castaneda, la petite fumée, etc. Donc, vous devez voir les dieux, les gouffres, les anges. C'est très pratique de prendre ces champignons. Et puis, la phencyclidine, par chance, on ne l'a pas encore en Europe, je ne l'ai pas encore vu à Lausanne, mais la phencyclidine, c'est le angel dust, c'est, dans le fond, la poudre du diable, en fait. Et les gens qui prennent ça deviennent fous furieux et extrêmement agressifs. Quand j'étais à Boston, la police nous les amenait attachés 4 points et des fois, ils avaient les bras cassés parce qu'ils ne se laissaient pas maîtriser. Donc, voilà un petit peu la panoplie de l'addictologue.
Je n'ai pas encore cité les addictions sans substance, parce qu'il y a du monde aussi, n'est-ce pas? Les addictions sans substance, c'est 11% de la population qui est dépendante de l'Internet, et je n'ai pas cité les cybercochons, les jeux vidéo et tout ça. Hein? Donc voilà la boîte à outils de l'addictologue. Maintenant, le cerveau et les drogues, on a quand même beaucoup appris ces dernières années grâce aux modèles animaux. On sait que les drogues, dans le fond, interagissent essentiellement avec le cerveau des émotions. Et c'est pour ça qu'on va rencontrer des rapports étroits entre l'art et l'addiction. Autour de ces interactions, les drogues agissent sur le cerveau qu'on appelle limbique, donc stimulent la sécrétion de dopamine qui elle-même va influencer l'affect, le plaisir, le renforcement et une certaine conscience de ce plaisir. Évidemment, ça va pouvoir se conjuguer avec toutes sortes d'expériences psychologiques, sociales, culturelles et ainsi de suite. La créativité, c'est plus difficile aujourd'hui, je crois. Moi, je ne suis pas un créativologue, hein, alors j'ai moins de définitions à vous offrir, mais quand même, comme psychiatre communautaire, je crois que la santé mentale, ça va bien au-delà de la psychiatrie. C'est-à-dire, dans le fond, aujourd'hui, il ne faut pas confondre la psychiatrie et la santé mentale. N'est-ce pas, la psychiatrie, c'est la médecine des troubles mentaux, oui. Mais la santé mentale, c'est la dimension psychique de la santé publique. Et pour faire une santé publique qui intègre la question de la santé mentale, il faut que la population ait accès à un certain nombre de possibilités. Et il est clair que la créativité, la prise de responsabilité, la liberté, toutes ces questions sont très importantes pour construire, étayer, porter la santé mentale d'une population. Dans les dictatures, vous savez très bien que la créativité, c'est relativement mal vu. On a vu des goulags pour moins que ça. Alors, Sigmund Freud a beaucoup évoqué la question de la créativité dans ce qu'il a appelé la sublimation, et nous verrons tout à l'heure, j'ai un petit chapitre de mon exposé sur la sublimation, qui est vraiment un point important. Mais je cite au passage quand même que Carl Gustav Jung, qui n'était pas d'accord avec Freud sur la question du destin de la pulsion, notamment de la pulsion sexuelle, puisque Jung voyait dans le fond l'inconscient comme une construction collective, et Jung voyait assez volontiers le divin dans l'homme s'exprimer dans l'inconscient, et finalement, pour Jung, la créativité, c'est l'accès à l'inconscient, c'est aller vers soi-même et trouver son chemin propre, un peu sur le mode des religions orientales. Jung était très intéressé à l'hindouisme notamment. Et pour lui, le chemin de l'homme, le chemin du sens, c'est aller vers soi-même. C'est une démarche de créativité. C'est dans le fond réaliser son individuation et d'avoir accès à la totalité, par exemple à travers l'art, des mandalas ou des constructions artistiques religieuses. Le pasteur Oskar Pfister était le correspondant de Sigmund Freud pendant 30 ans. Je fais ma thèse sur le pasteur Pfister. Et ils ont eu une correspondance très importante sur les rapports entre psychanalyse et religion. Et pour le pasteur Pfister, il y a une tache aveugle chez Freud. Il pense que Freud a la tache aveugle sur la religion et qu'il ne comprend rien à la religion. Qu'il est limité à sa vision du judaïsme à Vienne en 1900 et que, dans le fond, il critique Freud en disant « vous n'accédez pas à de plus grands ensembles ». Et Pfister prétend qu'il n'y a pas seulement une psychologie des profondeurs, mais qu'il y a aussi une psychologie des hauteurs et que les humains ont besoin d'avoir des visions plus hautes et d'avoir de plus grands ensembles, une vue meilleure et différente de la réalité. Cette idée de la psychologie des hauteurs a été reprise par Viktor Frankl. Viktor Frankl est un psychanalyste neurologue, correspondant et ami de Freud avant la guerre. Et Frankl s'est laissé déporter à Auschwitz par solidarité avec sa famille. Tous ses frères et sœurs et ses parents sont morts à Auschwitz. Lui, il en a réchappé et il a fait une œuvre qu'il a publiée après la guerre, notamment en 1947, Le Dieu inconscient, et plus tard, Nos raisons de vivre. Et là aussi, dans le fond, Frankl voit la créativité comme une des façons de se transcender, dans le fond, le dépassement de soi, en faisant une œuvre. Oui, c'est une très belle idée de construire le sens de sa vie de manière volontaire, avec une cognition et une volonté. On va y revenir. Voilà, dans le fond, ces quelques réflexions du sociopsychiatre sur la créativité. Il faut dire aussi que, grâce aux neurosciences, on sait aujourd'hui que le cerveau n'est pas un bloc de gélatine dans un bocal de formol à rumine. Non.
Le cerveau, c'est une galaxie de neurones merveilleusement beaux et merveilleusement connectés qui ont une symphonie d'actions et de réactions qui se connectent entre eux en fonction de l'information. On dit en anglais « neurons who fire together, wire together ». Ça veut dire que notre cerveau est plastique. Ça veut dire que, contrairement à ce qu'on croyait quand j'ai fait mes études de médecine, en fait, le cerveau est en mouvement perpétuel. Et nous avons une capacité de modifier nos schémas, de modifier notre conscience, de modifier nos objectifs, nos valeurs, notre environnement. Et c'est une très bonne nouvelle. Alors, ce n'est pas une bonne nouvelle pour les addictions parce qu'on va mémoriser les comportements addictifs. Donc, on risque évidemment d'entrer dans les mémoires l'injection, la fumette et ainsi de suite. Mais c'est la bonne nouvelle pour les psychothérapeutes, pour les artistes et tous les gens qui sont créatifs parce que vous explorez une voie créative et vous pouvez l'inscrire de manière durable. Si vous vous entraînez à faire de la peinture, vous deviendrez un peintre entraîné, avec des habiletés, avec un style, avec une patte, n'est-ce pas? Alors, je me suis penché sur ce que les neurosciences cognitives peuvent dire de la créativité. Dans le fond, on pourrait définir, du point de vue neuroscientifique, de dire que la créativité, c'est passer d'un arrangement habituel des constituants d'un système à un nouvel arrangement. Donc, créer de la nouveauté. Du coup, il s'agit d'un mécanisme d'émergence et la créativité, c'est faire apparaître des propriétés différentes des nouveaux éléments. Ça va nous apparaître nouveau. Du coup, on peut opposer l'intelligence et la créativité, et là aussi, il y a des questions de dominance hémisphérique qui peuvent être évoquées à cet égard. L'intelligence produit une pensée convergente. Ce n'est pas dans une université qu'on va dire le contraire. Hein? Un théorème, une équation, une loi de la nature, c'est une pensée convergente. Il faut qu'on se mette d'accord. L'eau bout à 100 degrés au niveau de la mer. Donc, la réponse de l'intelligence est toujours une réponse correcte et certaine. C'est l'inverse pour la créativité. Dans le fond, la créativité, le but, c'est rechercher de nouvelles réponses. Et évidemment, des réponses diversifiées. On peut avoir plusieurs réponses de la créativité. Du coup, il est intéressant de noter que les créatifs sont souvent intelligents, mais que, hélas, les intelligents sont rarement créatifs. Mauvaise nouvelle pour les universitaires. Il y a un auteur qui a consacré une partie de sa vie à recenser les hommes célèbres qui avaient une psychopathologie. Je n'ai pas résisté à en citer quelques-uns. Vous voyez, M. Félix Post s'est beaucoup intéressé à recenser des hommes célèbres. Alors, il a recensé des scientifiques qui avaient des troubles soit légers. On peut évoquer Einstein, qui quand même n'a parlé qu'à l'âge de 10 ans, qui avait quand même un certain nombre de caractéristiques, disons, on pourrait dire Asperger, comme on dirait aujourd'hui, ou des gens alors plus carrément psychotiques ou bizarres, comme Bohr, mais alors évidemment qui était génial au niveau de sa découverte en chimie. Les compositeurs, plus ou moins dépressifs, plus ou moins bipolaires, Mahler ou Satie, dans un registre différent. Les politiciens, Churchill. Quel est le secret de sa santé, vous savez? Hein? Sport. Well, no sport. Ouais, type original. Évidemment, jusqu'à des gens comme Staline, qui sont alors originaux, alors dans un autre sens du terme. Des penseurs, tout le monde sait que Schopenhauer était un grand dépressif pessimiste. Il avait fait une magnifique philosophie pessimiste, Schopenhauer. Hein? Pour aller jusqu'à Kierkegaard, qui, dans le fond, est un grand philosophe existentialiste chrétien, mais qui a renoncé à épouser sa fiancée parce qu'il risquait de devenir heureux, n'est-ce pas? C'est quand même un gros risque, il faut bien le dire. Les peintres, Klee, dans une modeste mesure, est quand même très... moi, j'aime beaucoup Klee, mais on est dans un monde onirique, très franchement. Et puis, alors, évidemment, Van Gogh, qui, voilà, en se coupant l'oreille, en faisant des choses bizarres, quand même assez franchement psychiatrique sur la fin de sa carrière. Les écrivains, et là on trouve l'alcool, hein, chez Hemingway, ça c'est quand même assez bien connu, et puis chez Dostoïevski, le jeu pathologique, puisque Dostoïevski était un grand joueur. D'ailleurs, il y a une consultation Dostoïevski à Paris pour les joueurs pathologiques.
Alors, est-ce qu'il y a des liens entre addiction et créativité? C'est quand même une des questions que Delphine m'a posées. Et la réponse est, dans le fond, il n'y a pas de lien en soi. On n'arrive pas à en trouver un qui soit un lien direct. Scientifiquement, on estime que dans l'addiction, il y aurait à peu près 40% de prédisposition génétique pour l'addiction, mais le reste est soit d'ordre épigénétique, ça veut dire que le sujet rencontre dans sa vie des événements traumatiques ou des événements liés à ses troubles de l'humeur ou à d'autres problèmes psychologiques, des difficultés qui viennent aggraver les vulnérabilités génétiques. Et puis, il y a une nouvelle condition qui est explorée aujourd'hui par les neurosciences cognitives, c'est l'agentivité. Alors, l'agentivité, c'est un concept qui est très intéressant. C'est, dans le fond, la capacité qu'a le sujet de gérer son psychisme et son appareil psychique de manière volontaire en travaillant sur lui-même. Donc il y a, dans le fond, une dialectique entre la génétique et l'agentivité. Ce n'est pas parce que vous avez les gènes de l'alcoolisme que vous serez alcoolique. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et c'est très important parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de déterminisme absolu en psychopathologie, en addictologie et en psychiatrie. C'est très important, on va en voir tout à l'heure, parce que la créativité donne une dimension d'agentivité. Moi, j'ai vu beaucoup de patients qui se réhabilitent en faisant des œuvres ou en ayant une occupation artistique. Ils dépassent leur dépression ou ils dans le fond, stabilisent leur schizophrénie en faisant des magnifiques tableaux, en ayant des activités artisanales, pourquoi pas. Donc, vous voyez, l'agentivité, c'est quelque chose de très moderne. C'est cette dialectique déterminisme et liberté dans les neurosciences. C'est ça qui est intéressant. Avant, on disait déterminisme. Oui, Freud est un grand déterministe. Il pensait que, dans le fond, voilà, si on avait vécu des traumatismes, on aurait des maladies. C'était une pensée très linéaire. Alors, vous aurez compris que l'agentivité m'intéresse aussi pour la spiritualité. On voit que la créativité et la spiritualité sont très proches, parce que tout n'est pas écrit dans votre ligne de vie. Hein. On n'est pas en astrologie. Il y a du libre arbitre. Voilà. Alors, les addicts ressentent le plaisir plus faiblement. Il y a même des gens qui pensent, comme un certain Kenneth Bloom, que les addicts sont des gens qui sont sous-équipés ou mal équipés en dopamine. Et que finalement, ils cherchent dans leur vie des activités ou des produits qui compensent le fait qu'ils n'arrivent pas à avoir suffisamment de satisfaction de l'existence normale. Comme si, imaginez, vous n'avez pas assez de dopamine et vous trouvez la vie un peu monotone, ou vous n'arrivez pas à ressentir du plaisir. Et tout d'un coup, vous découvrez une ligne de coke ou un petit shoot d'héros ou prenez une petite biture tranquille avec un single malt très très sympa. Et tout d'un coup, vous vous sentez mieux. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe, quelque chose qui s'allume. Et c'est la rencontre. On peut évoquer ça chez les joueurs pathologiques, par exemple. C'est le pauvre type un peu à plat comme ça. Il met une pièce de 5 francs dans une machine à sous et bingo! Il va gagner rien du tout, 150 balles. Mais 150 balles en pièces de 5 francs, mesdames et messieurs, hein? Ça fait 30 fois bling, 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 bling de l'équelle au métal. Un orgasme sonore. 150 francs en pièces de 5 francs. C'est la richesse. Et alors, c'est la rencontre du pauvre homme et de la fortune, induite et artificielle, naturellement. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il va vouloir faire, notre ami? Il va vouloir continuer. Mais vous savez ce qu'il faut faire pour gagner de l'argent au casino? Moi, je le sais, c'est un directeur de casino qui me l'a dit. Vous voulez que je vous donne le truc? Hein? Ben, il faut acheter le casino. Voilà comment on gagne de l'argent au casino. Bon, donc l'addiction en soi, dans le fond, ne diminue pas la créativité. Si vous êtes créatif et que vous prenez des bitures créatives. Si vous n'êtes pas créatif, vous prenez des bitures pas créatives. Donc ça, c'est aussi simple que ça. Évidemment, quand vous serez avec un syndrome démentiel, que vous ne voyez plus vos neurones parce que vous êtes un grave alcoolique malade, c'est une autre histoire. Mais disons, l'artiste moyen, il semblerait, d'après les travaux que j'ai consultés, que la créativité, finalement, ce serait 1% biologique de la population.
finalement, il y aurait à peu près 5% des gens qui sont créatifs, puis voilà. Dans le fond, ou bien on l'est, ou bien on l'est pas. Alors on peut travailler, hein, mais on est plus ou moins doué. Vous voyez? Par exemple, le psychanalyste Winnicott disait, et ça c'est toujours, je dis ça aussi pour embêter mes copains psychanalystes, vous leur direz peut-être, je ne sais pas s'il y a un psychanalyste dans la salle, mais Winnicott disait « Il vaut mieux être en bonne santé mentale que bien psychanalysé. » Je trouve que c'est tellement juste, n'est-ce pas? Alors, si on est doué, ben on est doué. Voilà. Puis si on n'est pas doué, on peut faire des progrès, mais voilà. Bon. On continue. Alors, évidemment, l'intuition qu'on avait pour avoir des liens entre addiction et créativité, on peut la retrouver autour de facteurs communs. Ce ne sera pas des liens directs, mais des facteurs communs. Alors c'est clair que les personnalités dites borderline, vous savez, ces gens qui sont instables émotionnellement, qui ont des troubles de l'identité, qui ont des hésitations dans leur sexualité, qui sont impulsifs, qui sont facilement dépressifs, qui ont des problèmes d'attachement, eh bien, ces personnes borderline trouvent souvent une expression artistique. Parce que ça convient à leur instabilité émotionnelle de pouvoir trouver un cadre dans lequel l'émotion peut trouver un destin, finalement, qui donne une forme d'équilibre ou d'expression. Les troubles bipolaires sont des grands pourvoyeurs d'artistes parce que, alors dans le trouble bipolaire, vous savez, le trouble bipolaire, c'est l'ancienne psychose maniaco-dépressive. Le patient fait des épisodes maniaques, c'est-à-dire qu'il est dans la toute-puissance, il ne dort plus, il fait plein de choses extraordinaires, et puis après, il sombre dans une dépression mélancolique très forte et très sombre, avec un risque de suicide non négligeable, mais pendant les périodes maniaques, ils ont une créativité extraordinaire. Moi, j'ai vu des bipolaires qui jouent de la musique toute la nuit, j'ai vu des bipolaires qui jouaient tout nus de l'accordéon à la palue, c'est une anecdote authentique. J'étais revenu comme médecin de garde à l'époque. On voit des bipolaires qui font des choses extraordinaires ou qui écrivent des romans d'une seule page, enfin d'une seule plume. Et on peut évoquer quand même le personnage de Wolfgang Amadeus Mozart parmi les bipolaires. C'est quand même assez probable qu'il en fut un, puisqu'il avait une productivité extraordinaire par période, et après il partait dans un abattement considérable, on n'arrivait plus à le rattraper. Donc probablement que Mozart était un bipolaire. Les psychoses, évidemment, qu'elles soient schizophréniques ou non schizophréniques, on ne va pas entrer dans le détail, mais les gens qui font des délires et qui ont des hallucinations peuvent, dans certains cas, être très productifs sur le plan artistique, évidemment. Mettre en scène un grand délire, alors on voit bien dans le domaine de l'art brut, les productions schizophréniques hors circuit commercial, mais il y a aussi des artistes qui sont des artistes professionnels qui ont probablement quand même un fond délirant et des perceptions bizarres. Et à vrai dire, aujourd'hui, la bizarrerie est très bien vue dans le milieu artistique. C'est même, si vous êtes un peu cinglé, c'est plutôt un bon point. Et puis, il y a aussi les troubles dissociatifs. Ça, c'est intéressant également. Les troubles dissociatifs, ce sont des troubles qui résultent de maltraitance, d'abus ou d'état de stress post-traumatique que vous auriez vécu. Et un des moyens de vous défendre, si vous avez vécu des choses très pénibles, un abus sexuel, des violences physiques, c'est de vous réfugier dans un état de conscience différent. Par exemple, les enfants qui sont battus, ils se réfugient en disant « un enfant est battu ». Et ils se regardent eux-mêmes recevoir des mauvais traitements. On appelle ça la dissociation. Et il y a beaucoup d'artistes qui se mettent dans un état dissocié pour écrire, pour peindre ou pour écrire. Ça peut donner parfois des écritures automatiques ou des choses qu'on ne comprend pas bien, en conscience modifiée. C'est souvent la dissociation qui est opérante dans ce genre de situation. Voilà, puis alors il y a l'autre question qu'on a déjà abordée en discutant un petit peu des substances, c'est la question de l'effet des substances elles-mêmes. Alors l'alcool n'a pas d'effet sur la créativité, mais peut désinhiber le sujet et se lâche plus facilement. Il va se désinhiber peut-être, mais surtout, sous l'effet de l'alcool, alors on s'estime tellement bon, c'est ça qui est bien, vous voyez. Alors on a fait des enquêtes là-dessus, des recherches qui ont été faites. On demande aux gens de se bourrer la figure et puis de faire des tableaux. Puis après on leur demande, toujours qu'ils sont un peu pétés, comment ils trouvent leur tableau, puis ils le trouvent formidable, d'accord? Puis on les convoque 72 heures plus tard quand ils sont secs,
Puis on leur dit, vous avez vu le tableau? Ils disent, oh, mais quelle horreur, mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez? On voit bien le biais. Hein? Alors c'est la même chose pour le cannabis. L'auto-évaluation est perturbée. Les gens s'estiment plus ou moins géniaux, plus ou moins productifs. Et dans le fond, les artistes sous cannabis, dans le fond, n'aiment pas trop avoir une conscience perturbée parce qu'ils ont un mauvais regard sur leur œuvre, finalement, parce que leur auto-évaluation est perturbée par le produit. Un grand artiste, en principe, il est très exigeant sur sa créativité. Il fait les choses au piccolo, ou en tout cas des gestes, même si c'est du gestuel, c'est un geste qui est assuré, n'est-ce pas? Alors, pour la cocaïne, c'est l'accélération. Ça, c'est clair que j'imagine que toutes sortes de créativités peuvent être accélérées. Et sur l'héroïne, c'est la planète que les patients nous racontent assez facilement. Donc, ils sont dans un nuage de confort et de bien-être, et ils en ramènent des souvenirs. Ça, notamment chez les chanteurs, beaucoup de chanteurs qui ont une créativité musicale assez extraordinaire parce qu'ils ramènent des souvenirs esthétiques de la planète quand ils étaient sous l'effet de l'héroïne. Alors on peut se demander, dans le fond, de manière socio-psychiatrique, de nouveau, dans le fond, quelles sont les fonctions de l'art. Alors, du point de vue biologique, on peut évoquer, il est possible que l'art ait donné historiquement à nos ancêtres un avantage évolutif. Maîtriser l'environnement, gérer la vie symbolique, représenter les scènes de chasse, etc. Et probablement que si on était bien décoré, qu'on avait des belles plumes, puis qu'on faisait des belles choses, petit avantage de sélection des partenaires, hein, si on est joli et bien sapé. Pourquoi pas? Évidemment, l'art peut aussi donner un contrôle magique. Il y a beaucoup d'esthétique. Hein. Alors, moi, je trouve toujours extraordinaire les cavernes du Paléolithique. Hein. Lascaux, c'est fantastique. La beauté. Mais ces scènes étaient magiques. Ces scènes invoquaient l'esprit des animaux, évidemment. Ce n'était pas pour faire joli, c'était parce qu'il fallait il faut capter l'esprit de la victime. Dans le vaudou, les invocations pour danser, danser pour appeler la pluie, danser pour préparer la guerre, tout ça est très important. Et puis, le contrôle magique, c'est aussi reconstruire le passé, l'embellir ou l'enlaidir, une dimension communautaire des créations collectives ou individuelles. Bien sûr, l'art est au service du religieux, apaiser l'angoisse, faire une offrande au divin, faire des sacrifices, peut être très esthétique, hein, choisir des très jolies filles dans l'ancienneté. Oui. L'expression d'une révérence, je crois que les cathédrales sont l'exemple même de l'art au service de la religion, et puis au service de l'évangélisation. Les vitraux sont magnifiques, mais en même temps, ils racontent des histoires, donc la beauté, évidemment, a un côté pédagogique. Les services de l'État, par l'art, évidemment. On peut évoquer les propagandes de toutes les dictatures. C'est évidemment pas l'art qu'on préfère, hein. L'art stalinien ou l'art hitlérien, c'est pas celui qu'on préfère, mais enfin, il a exalté les foules quand même pendant quelques dizaines d'années, à gauche ou à droite. Ordre et structure, évidemment, un art qui met du cadre, qui met de l'ordre, hein, Arbeit macht frei. Il y a aussi, du point de vue social, un besoin en stimulation, du pain et des jeux, hein, déjà dans l'Empire romain, donc aller voir des expositions, écouter des concerts, jouer à des jeux vidéo, regarder la télé, etc. C'est tout ça évidemment très important pour rompre l'existence monotone. Du point de vue philosophique, on est dans une civilisation de la distraction, et je crois qu'on est toujours appelé à la futilité au jeu. Et c'est quand même un risque aussi que l'art nous distrait ici, dans le mauvais sens du terme. L'art est utile à l'éducation. Les romans, les films, les arts visuels permettent à transmettre de la culture et des messages. C'est valable pour la poésie, la musique, les émotions. L'art divertissement et puis l'art thérapie, qui évidemment m'intéresse comme médecin, puisque l'art est une façon de communiquer son état interne. Et puis aussi peut avoir une fonction cathartique, se libérer de fantasmes, exprimer des cauchemars ou au contraire des rêves. Très important pour cette communication émotionnelle. Alors j'aimerais m'arrêter maintenant un petit moment sur la question de la sublimation.
Alors, le sublime est une fonction particulière de l'esthétique. Déjà, pas si vous êtes comme moi, mais je trouve ce tableau assez emblématique du romantisme, hein, déjà, et puis le sublime, hein, cette position de grandeur, finalement, on éprouve quelque chose de supérieur, n'est-ce pas? Ou peut-être aussi d'inquiétant jusqu'à un certain point. Alors, en psychanalyse, si on reprend à grands pas les travaux de Freud, sa première construction de la psychanalyse, avant la Première Guerre mondiale, dans le fond, pour lui, il y a deux principes. Il y a un principe de plaisir qui fait qu'on recherche la satisfaction immédiate. Il y a du chocolat, on mange du chocolat. On voit une jeune fille, on aimerait la séduire, et ainsi de suite. Dans le fond, l'idée, elle est biologique. L'idée, c'est que le neurone transmet l'activation pour résoudre une tension, et puis on va de désir en résolution de tension, et puis c'est le principe de plaisir qui nous anime tous, on pourrait dire au niveau primaire. Mais Freud a bien vu que la réalité est plus compliquée, et il oppose au principe de plaisir le principe de réalité. Le principe de réalité, c'est la capacité d'ajourner la satisfaction pulsionnelle, de prendre en compte les exigences du monde réel, pour, dans le fond, évaluer les conséquences des actes et peut-être avoir une satisfaction plus grande plus tard. Donc on voit l'équilibre entre maintenant, plus tard, tout de suite, ou capacité d'attendre. Alors, Freud, dans sa métapsychologie, là on est déjà après la Première Guerre mondiale, il est en train de construire les choses de manière plus compliquée. Dans le fond, il y a des pulsions. Il y a des pulsions dans le monde biologique, des pulsions sexuelles, des pulsions agressives, des pulsions qui viennent du corps, finalement. Mais il y a aussi des pulsions qui viennent du moi. Nous avons aussi des besoins de nous réaliser, aussi des besoins cognitifs, des besoins de culture, et ainsi de suite. Donc, du coup, il peut y avoir un conflit dynamique entre les pulsions. Alors, les pulsions, il est défini comme étant dotées d'une poussée, hein, elle peut être plus ou moins forte, d'une source, quelle est la région du corps, si c'est une pulsion orale, mordre, manger, parler, ou une pulsion anale, serrer, contrôler, dominer. Un objet, l'atteinte d'un but. Alors, ça peut être un but sexuel, un but alimentaire, un but culturel, et ainsi de suite. Et le but, qui est la satisfaction d'un désir. Alors, ça peut être un désir, on va voir, biologique, enfin un désir au niveau du corps, ou un désir, alors, dans la culture. Et ça va amener à sa seconde topique, après la Première Guerre mondiale, où, dans le fond, Freud montre que nous sommes pris, chacun d'entre nous, dans un conflit entre instances. C'est-à-dire que il y a le ça, qui est la marmite pulsionnelle, hein, de laquelle partent toutes les pulsions qui viennent du corps, et le moi, qui est l'organe qui régule ces pulsions en rapport avec le monde des relations, de l'environnement et de la culture. Donc, le ça, c'est l'animalité, si vous voulez, et le moi, c'est la civilisation, hein, dans laquelle nous nous inscrivons. Alors, nous nous trouvons devant cette contrainte très ennuyeuse, parce que dans le fond, vous verrez que dans le fond, il n'y a pas de possibilité vraiment de trouver un équilibre permanent. Voyez-vous, toute gratification du ça, je m'empiffre de chocolat, est une frustration pour le moi. Je ne dois pas m'empiffrer de chocolat parce que je pèse déjà 95 kilos. Inversement, toute gratification du moi est une frustration pour le ça. J'ai décidé de ne pas manger de chocolat. Mais j'ai quand même très envie de manger du chocolat. On voit bien. Alors je mets le chocolat, hein, mais ça peut être des choses plus compliquées, on est d'accord. Hein. Bien. Donc, en addicto, alors ça c'est intéressant, c'est qu'en addictologie, on se trouve tout le temps dans cette difficulté, voyez-vous. Parce que, prenons l'exemple de l'alcool. Quand vous êtes alcoolisé, vous êtes dans le moi idéal, vous êtes tout puissant, vous êtes bourré, vous osez bouger, parler, séduire, raconter des histoires. Et puis, c'est l'ivresse, finalement, dionysiaque, si vous voulez. Hein. Alors que, inversement, vous êtes dans l'autre polarité, avec l'idéal du moi, c'est un idéal d'ascèse, et évidemment un idéal de sobriété.
contrôler ses pulsions, contrôler ses besoins. Et c'est une grande satisfaction du moi de contrôler tout ça. Mais alors à ce moment-là, vous aurez un idéal chez l'addict, qui est un idéal de sobriété et d'abstinence. Et on voit bien comment dans l'addiction, il y a un combat permanent entre l'envie d'être ivre et tout-puissant dans le moi idéal, et l'envie d'être abstinent et sobre au niveau de l'idéal du moi. Mais la machine psychique oppose en permanence ces pulsions dans une dynamique d'opposition des contraires. Hein? Et c'est ça qui fait que l'addiction est évidemment difficile à traiter et à gérer. Je regarde ma montre, Mme Preissman, mais il me semble que ça va. Oui. Donc, Freud continue de sa seconde topique. Il est horrifié par les horreurs de la Première Guerre mondiale. Et il se dit, il y a quelque chose qui ne joue pas dans ma théorie des pulsions. Il y a bien sûr des pulsions de vie, autoconservation, besoin de manger, besoin de boire. Il y a aussi des pulsions sexuelles et agressives, le désir, oui. Mais il y a quelque chose d'autre et de plus compliqué qu'il introduit, c'est la pulsion de mort. Et la pulsion de mort, il évoque le principe du nirvana, c'est-à-dire, dans le fond, la tension zéro, que nous sommes tous, dans le fond, nous avons tous envie d'atteindre cet état du nirvana où il n'y a plus de tension. Le degré, finalement, de dénouement du vivant. Et alors, la pulsion de mort se manifeste par un symptôme qui est omniprésent en psychiatrie et qui va attaquer la créativité, c'est pour ça que j'en parle ici, c'est ce qu'on appelle la compulsion de répétition. La compulsion de répétition, c'est produire du même. On renonce à enrichir et innover notre vie. Ça peut aller jusqu'aux symptômes de la névrose obsessionnelle, des troubles obsessionnels compulsifs. Je fais tous les jours la même chose, je vérifie tous les jours la même chose, je fais plus de même, je m'enferme dans la répétition, qui est une forme, dans le fond, de mort psychique. Et dans les maladies mentales et dans les troubles psychiatriques, vous trouvez beaucoup de compulsions de répétition, notamment le discours dépressif, discours défaitiste. J'y arriverai jamais, je me mets en échec, je n'arrive pas, je fais pas, je veux pas, je fais plus. Et ça, c'est vraiment la compulsion de répétition. Appelée la mort, finalement, qui va nous délivrer de cette tyrannie du désir et qui va nous libérer de cette envie de créativité. Donc là, pour la psychiatrie, la compulsion de répétition, c'est un sacré défi. Et on se rend compte que, dans le fond, dans l'esprit, il y a deux forces qui s'opposent. Il y a une force de liaison qui nous rapproche d'autrui, qui nous rapproche de la culture, qui nous donne envie de faire des nouvelles choses. On a une force de liaison vers le monde. Et puis, il y a des forces de déliaison, qui est, dans le fond, le renoncement, l'abattement et la dépression. Donc, notre appareil psychique se promène entre la pulsion de vie et la pulsion de mort, entre la liaison et la déliaison. Alors, pour la psychanalyse, il y a des mécanismes de défense contre, dans le fond, les pulsions, le monde des affects qui va bouillonner. Et j'ai mis une petite liste. Le niveau élevé, c'est chez les névrosés, comme vous et moi, en principe. Le refoulement, c'est des choses qui sont proches de la conscience. De niveau inférieur, on est dans les maladies mentales ou les troubles psychiatriques plus graves, on est dans le déni. On ne voit pas les choses, on clive le moi, on fait des projections, on est parano, hein, des choses comme ça. Mais, pour la théorie psychanalytique, la sublimation n'est pas un mécanisme de défense. C'est, en fait, une opération psychique percée, en soi, différente. C'est une capacité de l'esprit de transformer la pulsion dans la culture. Alors, le désir, on va revenir à la sublimation, mais le désir, dans le fond, c'est la prise de conscience d'une tendance vers un objet connu. C'est différent du besoin, hein, l'exigence née de la nature, manger, boire. Et le désir, c'est une construction psychique. Ça, c'est très important. Le désir, ça se construit dans la culture, dans la relation. Chez Lacan, c'est das Ding, la chose. Et dans le fond, c'est une jouissance inaccessible. On ne peut y accéder que par le langage. Et dans le fond, le manque chez les addicts, c'est le craving, c'est cette envie impérieuse d'avoir une substance. Et dans le fond, le craving, c'est un désir de drogue qui va s'identifier aux besoins. À force de prendre des drogues, vous en aurez tellement
plus le désir, mais vous en aurez le besoin. La formule lacanienne, c'est le désir s'écrase dans le besoin. Alors, la sublimation. En alchimie, c'est l'épuration d'un corps solide qu'on transforme en vapeur en le chauffant. Tout le monde a déjà vu de la neige carbonique devenir de la vapeur quand il s'est acheté une glace pour le dimanche dans un emballage étanche. En chimie, c'est le passage de l'état solide à l'état gazeux sans passer par l'état liquide. Il y a toute une série de corps qui sont capables de faire ça. Et puis, au sens métaphorique, c'est l'action de purifier, de transformer en élevant, avec exaltation, une dérivation vers des buts altruistes et spirituels. Voilà, la sublimation. Donc, un passage direct du vivant dans la culture, sur des buts élevés. Alors, aux psychanalyses, Freud, déjà en 1905, dit « La sublimation rend compte d'un type particulier d'activité humaine, par exemple la création littéraire, artistique et intellectuelle, on y est, sans rapport apparent avec la sexualité. Mais tirant sa force de la pulsion sexuelle, autant qu'elle se déplace vers un but non sexuel, en investissant des objets socialement valorisés. » Donc, si vous voulez, un investissement narcissique, si vous voulez, dans la culture. Donc, ce n'est pas un mécanisme de défense ni de refoulement, c'est un instrument de gratification narcissique. Vous avez fait un beau tableau, vous êtes content. Vous avez écrit une belle symphonie, vous êtes heureux. Et la sublimation facilite l'intégration de l'agressivité et favorise l'activité créatrice. Donc la psychanalyse a quand même posé des sacrés fondements pour nous expliquer les rapports entre psychopathologie et art, entre addiction et créativité. Alors aujourd'hui, on a la chance d'avoir de l'imagerie cérébrale fonctionnelle et je ne vous fais pas de détails sur ces images, mais aujourd'hui on peut faire la différence entre le sublime et le magnifique. Donc, ce n'est pas les mêmes zones du cerveau qui sont stimulées quand il y a du sublime. C'est que dans le fond, vous êtes exalté vers le haut, vers des buts élevés, ou que vous regardez des choses qui sont simplement belles. La beauté simple, ce n'est pas la même chose que le sublime. Le sublime doit avoir cette touche d'excitation et de mystère. D'ailleurs, Freud et le pasteur Pfister avaient échangé une correspondance. Pfister s'intéressait à la cure d'âme, il s'intéressait aussi à la conscience modifiée, comme les paléologues, la glossolalie. Freud se méfiait des médecins et des prêtres. Pfister espérait une foi sans névrose, grâce à la psychanalyse. On attend encore, depuis 1909. Et puis, Freud veut bien s'intéresser à tout ça, mais il laisse le ciel aux anges et aux oiseaux. Et leur relation va culminer dans l'histoire de l'avenir d'une illusion. Vous savez, ce traité de Freud sur l'illusion de la religion, à quoi Pfister a répondu par l'illusion d'un avenir, publié en français en 2014 seulement. Et la question qui se pose entre les deux hommes, c'est que finalement, Freud veut bien imaginer que peut-être le transfert psychanalytique, le transfert peut aller jusqu'à Dieu. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer effectivement que la sublimation puisse, dans le fond, aider les sujets à se dépasser dans la spiritualité, la créativité et la beauté. Un psychanalyste a repris cette idée, c'est un certain D.W. Winnicott qui a écrit un magnifique livre qui s'appelle « Jeu et réalité », dans lequel il montre comment, dans notre appareil psychique, nous remettons en cause constamment notre acceptation de la réalité. Qu'il y a toujours une tension entre la réalité du dedans, notre monde interne, et la réalité du dehors, donc de la réalité du monde. Et entre deux, notamment dans le développement des petits-enfants, il y a l'apparition d'un espace intermédiaire, une ère intermédiaire, qui est celle du jeu et de la culture. Dans l'espace du jeu, on est dans le comme-si. Et déjà, chez les petits animaux, on voit chez les rats, les chats, les petits animaux qui sont dans la ritualisation de comportements sexuels et sociaux. Et on pourrait imaginer que cette espèce, dans le fond, de ritualisation apparaît très tôt dans le développement du petit humain et que cet espace transitionnel s'inscrit finalement dans la culture. Et la culture, comme lotissement commun de l'humanité, c'est ce qui permet à nos subjectivités de nous rencontrer. C'est-à-dire, dans le fond, la culture est un objet transitionnel collectif
dans lesquels on peut se rencontrer à la fois moi et non moi. Prenons un exemple. Vous admirez un beau tableau. Voilà, vous vous représentez la chose. Vous appréciez la subjectivité que l'artiste a mis dans la toile, n'est-ce pas? Donc la subjectivité du peintre, vous la rencontrez avec votre propre subjectivité quand vous entrez dans le tableau. Et c'est une magie intéressante de se représenter qu'on peut être dans l'intersubjectivité, dans l'espace transitionnel. Et il y a beaucoup d'activités culturelles qui sont dans cet espace transitionnel collectif, où on peut être dans le moi et non moi. Quand on joue au théâtre, il y a beaucoup d'activités de ce type où on peut se transposer et vivre les émotions d'autrui. Alors aujourd'hui, l'imagerie, de nouveau, elle nous aide à avancer dans notre connaissance. Ici, de nouveau, je ne peux pas détailler les choses, mais ça, c'est la carte du cerveau hédonique. Le cerveau hédonique, c'est le cerveau du plaisir. Or, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, c'est très distribué dans le lobe frontal. C'est donc quand même des représentations de ce qui nous fait du bien, hein, ce qui est agréable. Ce sont des représentations très haut dans la hiérarchie cérébrale. Et ce qui est intéressant, c'est que, dans le fond, il y a toutes sortes de sous-niveaux et qu'il y a une chaîne des satisfactions les plus primaires qu'on peut se représenter jusqu'aux satisfactions les plus subtiles, incluant la sublimation. Et cette idée que, dans le fond, on peut avoir des plaisirs minuscules et des plaisirs plus grands qui peuvent être plus ou moins corporels, plus ou moins psychiques, plus ou moins culturels, est une idée qui est tout à fait corrélée par les neurosciences. Alors c'est important, et j'arrive sur les conclusions de ma conférence, dans le fond, moi je suis un médecin, donc en psychiatrie, c'est bien joli de comprendre les choses, d'avoir une représentation, mais il faut aussi qu'il y ait des perspectives pour le rétablissement. Alors, cette idée qu'il y ait des circuits en commun pour les plaisirs sensoriels et les plaisirs de plus haut niveau, évidemment, ça nous permet peut-être d'aider les patients à gérer le stress dans l'environnement et d'accéder à des perspectives pour un retour à la pluralité. Vous vous rappelez que dans l'addiction, il s'installe une dictature psychique. Les drogues prennent toute la place, elles envahissent tout. Et l'enjeu, c'est de retourner à la démocratie psychique. C'est-à-dire que, dans le fond, le patient peut retrouver ses amis, ses loisirs, sa créativité, justement. Et c'est bien là que, par exemple, pour les patients qui ont vécu des traumatismes, eh bien, il est très important d'avoir des attracteurs hédoniques, de leur donner une occasion de retrouver du plaisir, au-delà de l'addiction. Et c'est bien l'enjeu de notre unité de réhabilitation dans mon service de psychiatrie communautaire. Et j'oubliais que je voulais encore juste vous dire ça, que la question du sens, dans le fond, elle se construit aussi avec les plantes. Vous voyez, cette théorie ontéogénique, je l'aime bien. Dans le fond, les plantes psychoactives modifient la conscience. Quand vous prenez, on a évoqué la mescaline au Mexique, puis que vous voyez les dieux directement, vous avez une révélation directe de la divinité. Et l'effet psychédélique permet une exposition de la conscience et une augmentation du champ d'expérience. Alors ça, évidemment, ça intéresse beaucoup les patients addicts. J'en ai beaucoup qui prennent des champignons, etc., etc. Mais évidemment, l'idée, ce serait qu'ils arrivent à augmenter leur conscience, alors soit de manière contrôlée avec ce type de produit, mais aussi qu'ils arrivent à étendre leur conscience sans les substances psychoactives et dans le fond accéder à une capacité de dépassement de soi, une capacité de transcendance, de beauté, qui puisse la développer dans la culture, dans la communauté, avec les vivants. Et Rudolf Otto, qui était un théologien qui avait travaillé sur le sacré, il était très convaincu que dans le sacré, il y a du non-rationnel avec du rationnel, et que nous sommes tous fascinés par le lumineux, qui est à la fois un mystère et à la fois une fascination. Et que c'est aussi, il y a un rapport entre l'art et le sacré autour de ces questions de fascination et de terreur, finalement. Victor Frankl, dans la logothérapie, reprend la même idée. Dans le fond, en faisant une analyse existentielle, il faut s'occuper du vécu naturel de tout homme. La théorie freudienne lui paraît terriblement réductionniste,
Et lui, Frankl, pense que le principe du sens oriente toute existence, que chaque sujet porte un sens, et que l'existence est tragique, culpabilité, souffrance et mort. Du coup, la logothérapie se fonde sur 3 triades, finalement. Une triade qui dit que, contrairement à Freud, il y a une liberté de la volonté, qu'il y a une volonté de sens et qu'il y a un sens de la vie. Ça va aussi organiser la créativité. Et qu'il y a une triade des valeurs, qu'il appelle axiologique, et la valeur de la création. Dans le fond, c'est une valeur qui fait du bien, qui contribue à la santé mentale, apporter quelque chose au monde, embellir le monde. Hein. Une valeur d'expérience, parfois on doit aussi s'inspirer de ce que les autres ont fait, et une valeur d'attitude, nous avons besoin d'accomplir quelque chose. Hein. Enfin, le principe de sens nous donne 3 liens au monde. L'éthos, nous avons besoin de nous engager. L'éros, nous avons besoin de la relation à autrui. Et le pathos, c'est-à-dire dépasser la souffrance par l'œuvre. Et en faisant des œuvres, on peut transcender la souffrance. Alors, finalement, je me suis inspiré de tout ça. Et dans mon service, nous avons inauguré, il y a 9 ans, une galerie d'art pour les patients psychiatriques. Voilà. Alors, elle s'appelle Ergasia, et c'est une aventure que je vais vous raconter en quelques minutes, parce qu'on est dans les temps. Et dans le fond, nous faisons, dans les anciennes cuisines de l'hôpital, magnifique endroit qui est grand comme cette salle, avec un plafond encore plus haut, on fait des expositions 9 fois par année. Et puis, on promeut des artistes qui ont des troubles psy. Hein, voilà. Alors, ça peut être de la sculpture, ça peut être de la peinture, essentiellement des arts visuels. Et puis, les artistes proviennent du collectif Césure, qui est un atelier de réhabilitation des patients de la psychiatrie communautaire, unité de réhabilitation du service psychiatrie communautaire. Et c'est un collectif qui est ouvert à d'autres fondations, par exemple pour les handicapés mentaux, qui peuvent aussi venir, les autistes par exemple. Et puis notre galerie accueille 2 fois par année des artistes professionnels, donc qui viennent du circuit artistique normal. Et c'est toujours extrêmement intéressant parce que souvent on ne dit pas qui vient du circuit artistique et qui vient de la psychiatrie. Et je vous assure qu'on peut avoir des surprises. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que non seulement le collectif Césure fait de la peinture, de la sculpture et expose de temps en temps à Ergasia, mais en plus, ça crée des postes de travail. Il en a besoin de quelqu'un qui organise la salle, qui fait les cartons d'invitation, qui tient le site Internet, qui surveille la galerie, parce qu'on a une galerie miroir à la Cité, etc. Donc c'est très vivant et tout un petit monde qui tourne autour de ça. Et c'est utile, finalement, à la réinsertion des patients dans le système. Pas forcément dans un travail, disons, professionnel, voire classique, mais dans une dignité humaine, n'est-ce pas? Retrouver une dignité par l'art dans la communauté. Alors nous n'avons pas de subvention. Et dans le fond, nous vendons les œuvres et un pourcentage de la vente va à Césure qui permet de racheter la peinture, les étoffes et le matériel. Voilà, le collectif Césure expose encore actuellement jusqu'au 11 novembre au chemin du Silo à Renault. Donc voilà une œuvre. Donc j'ai de la chance, je tombe pile poil, il reste encore quelques jours pour aller la voir. Donc Césure expose aussi en ville ailleurs. Et puis là, nous avons une affiche typique pour une artiste là, qui fait une exposition. Et je ne vous dirai pas si elle est du circuit normal ou pas. Et il y aura son vernissage demain à 17h. Donc là aussi, on est dans l'actualité. Et c'est voilà, typiquement une artiste qui fait des très belles choses, tout à fait belles et inspirantes. Voilà, en conclusion, j'espère vous avoir montré les rapports entre créativité et santé mentale. J'espère vous avoir montré qu'il n'y a pas de lien direct entre addiction et créativité. Vous avoir montré qu'il y a des facteurs communs, que l'agentivité, la liberté,
donne évidemment de la liberté au destin de la pulsion, que tout cela s'inscrit dans la boucle cerveau-esprit-culture et que créativité et spiritualité participent au rétablissement des patients. Donc, nous avons passé de l'ivresse dionysiaque à la poésie apollinienne et je vous remercie pour votre attention.